Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable botter ba ou yon nouvelle émission. Jeudi à c'est dimanche 1er mars 2026. Très bonne journée à notre compagnie, Tchéberet Bamoli. Nous comptons rentrer la caillou pendant nous saluer tout si là qui à l'étranger et si là tout qui dans le pays d'Haïti. États-Unis resserré Etoa contre gang yo dans le pays d'Haïti. Pays États-Unis voulait lancer une offensive contre gang yo dans le pays d'Haïti. Sous page Facebook, ambassade américaine, il y a 4 hommes. Vite l'homme innocent, Jimmy Cherizier, Wilson Joseph, Johnson André. Autorité américaine yo lancé une initiative renforcée qui visait capturer responsable majeur groupe armé dans le pays d'Haïti pendant les bails yon somme record. Tendez bien quantité l'argent, 9 millions de dollars en récompense. Campagne si là qui menée par département d'État américain, nous tête collé avec FBI, li révélé un programme récompense pour la justice, Rewards for Justice. Yo fait li pour capable mobiliser citoyens yo via incitation financière. Objectif là c'est pour capable joindre un maximum information clé qui permettre de localiser ou bien arrêter individus qui impliqués dans activité criminelle. Parmi nous qui dans liste ça yo, gagné Jimmy Cherizier, yo relé barbecue. Quantité l'argent 5 millions, somme qui pi élevé. Vite l'homme innocent yon l'autre chef de gang très influent, lui-même gagne un prix 2 millions sous tête li. Ça a déjà fait 7 millions. Johnson André Iso et Wilson Joseph alias Lamor Sanjou, yo même chaque gagné 1 million sous tête yo. Ça fait en total 9 millions de dollars. Répartition si là reflétait une tendance. Plus individuant li échappé longtemps avec la justice, plus valait li augmenter. Ça qui créait un système cotation qui basé sur gravité crime et bitou difficulté enquête yo. Autorité américaine souligne que récompense si là yo y a baili après vérification preuve et en échange information concrète. Programme nan accessible via plateforme en ligne sécurisée. Li promet anonymat, ça veut dire toute bagaille à traiter en discrétion. Protection moun qui bail information yo. Selon ka yo, yon programme relocalisation pour formater yo tout. Ça veut dire yo capable et retirer au côté à vivre pour le mettre de l'autre côté. Néanmoins dans un contexte haïtien marqué par insécurité, stratégie Washington li inscrit dans une logique pression indirecte sous gang yo pour capable décourager yo. Ça renforce tout lien diplomatique entre Haïti et les États-Unis. États-Unis, par le biais de FBI, ils continuent à chercher vite l'homme innocent considéré comme un gros criminel dans le pays d'Haïti. Arrestation li, yo li comme un bagay qui essentiel pour capable désorganiser réseau crime dans le pays d'Haïti. Autorité américaine espérait que campagne si là combiné avec effort local capable réduire influence gang yo et puis tout stabiliser une situation qui paraît très fragile. Initiative si là bien que li symbolique, li soulever un pile question éthique concernant utilisation. Récompense et pour capable manipuler dynamique locale yo. Expérience souligner yon efficacité qui capable dépendre de coopération communauté locale yo et puis tout crédibilité programme face à défis sécuritaires. Pourquoi il est là? Message là clair. Washington li placer ressources financières importantes pour capable influencer destin pays d'Haïti. 4 chefs de gang sous l'Islam. Pourquoi il est là? Autorité américaine yo clair. Jimmy Cherizier qui est même longtemps échappé avec la justice, eh bien, il gagne en quantité 5 millions. Vite l'homme innocent 2 millions. Ça fait 7 millions. Lamor Sanjou 1 million et puis Johnson André alias Iso 1 million, ça a déjà fait 9 millions de dollars comme cagnotte pour tout le monde qui est capable de bailler information concernant côté monsieur Sayoye. Donc, les États-Unis l'a frappé. Mais faut me dire que nous toujours fait des commentaires ça à chaque fois que l'ambassade là lui-même lui postait des informations, lui postait photo monsieur Sayo pour t'a dit que il a cherché. Pour premier aspect
c'est une sorte de bêtise. C'est une sorte de comédie. Parce que si autorité américaine yo voulait tout bon vrai capturer chef de gang ça yo, il apparaît très facile. Nous pas besoin d'étaler parce que dans plusieurs émissions, nous prenons des exemples. Et dernier exemple nous sommes capable de prendre là, c'est attaque contre le pays Iran. Côté que plus que une quarantaine gros chefs t'a perdu la vie dans frappe israélo-américaine. Ça veut dire Israël ensemble avec les États-Unis qui mettaient ensemble pour frapper. L'autre aspect c'est mettre nèg sa yo sous liste terroriste, mettez yo sous liste moun y a chercher pour quel que soit n'importe moment yo frappé international là ta capable bail raison parce que y a dit tête yo et bien monsieur sa yo c'est de terroristes, c'est de monde que yo té placé sous avis de recherche et bien n'importe moment yo frappé yo pas bien trop réaction pour ta capable condamner Zach qui posé. En tout cas, film n'a continué, feuilleton a continué et à chaque fois gagné de nouveaux épisodes. Karel Pedre enfin libéré. Fin de détention mais en pile question continuer à poser. Karel Pedre, figure incontournable paysage médiatique haïtien et puis tout dans diaspora, li joine liberté li après une période de détention qui suscitait en pile réaction dans le monde communication. D'après information qui sorti mercredi par Le Nouvelliste, par bon côté proche animateur là, libération officielle ça a fait le vendredi 27 février 2026. Ça qui mettait en thème à un épisode marqué par accusation, violence conjugale. Arrestation li, c'était dans date 21 décembre 2025, bouleversé quotidien. Yon citoyen côté carrière médiatique li rayonné depuis plusieurs années, notamment à travers programme Show Karel diffusé sous réseaux sociaux. Incident ça a déclenché une mise en examen qui remontait à une altercation quelques semaines avant détention. Fait yo reproché yo révéler yon différents personnels et puis preuve yo joine conduit à charge légale. Déclaration porte-parole procureur local là pendant les souligner dossier en cours d'instruction. Communauté haïtienne nan divisée dans réaction li yo exprimé à la fois un soulagement généralisé par rapport à question si là. Il y a un pile source dossier si là qui évoquait accord potentiel avec victime présumée sans que yo pas bail trop de détails. Alors que affaire ça a continué à alimenter un pile débat dans médias yo, incident ça a soulevé un pile question sous responsabilité figure politique dans contexte côté frontière entre vie privée et image sociale qu'on paraît parfois flou. En pile observateur pour eux même parcours Karel Pedre bien que il rempli de controverses mais il était un miroir tension entre notoriété et plutôt éthique dans un environnement médiatique globalisé. En tout cas, en pile monde bat bravo pour libération ça même si on parlait en quelque sorte de libération conditionnelle parce que il y a un pile monde qui était espéré ouais Karel lui-même joindre libération. À plusieurs reprises, il était offert pour être capable de voyer dans le pays d'Haïti, mais lui-même il était dit non. Et au final, Karel l'a obtenu gain de cause. États-Unis, Israël mettaient ensemble yo frappé Iran jouk nan zo. Faut me dire que gagné plusieurs gros autorités qui mouri dans pays ici là. Les noms dit États-Unis, premier moun ouais c'est Donald Trump. Les noms dit Israël, premier moun capable c'est premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Et bien dans frappe États-Unis ensemble avec Israël fait sous pays Iran, guide suprême nan li tombé. Yon moun qui lui-même t'a dirigé pendant environ 38 l'année. Non tout ça c'est Ali Khamenei, yon guide suprême dans l'histoire pays Iran. Le 28 février 2026, Ayatollah Ali Khamenei, lui-même qui gagne 86 l'année, dans frappe qui menait par États-Unis et Israël, li perdi la ville. Selon autorités américaines et israéliennes, complexe si la li détruit
dans le cadre d'opération ça. Annonce qui faite d'abord par président américain et puis tout premier ministre israélien et ensuite confirmé par médias l'État dans le pays Iran, ça qui décrétait un deuil national. Ali Khamenei lui-même, il fait le 17 juillet 1939 dans Mashhad, principale ville dans nord-est pays Iran, important centre religieux en raison présence mausolée Imam Reza. Seul imam chiisme, Jodesimen qui enterré dans le pays Iran et puis l'autre principalement en Irak. Il grandit dans une famille Azri. Dans le commencement de l'année 1960, il rejoint cercle religieux opposé à Shah, influencé par Ayatollah. Il participait dans la diffusion, discours, organisation, réseau militant. 1979, eh bien, il renversé monarchie. Retour en exil, Khamenei fondé République islamique. 1980-1981, guerre et tentative assassinat. En septembre 1980, guerre éclatée entre Iran et Irak. Conflit meurtrier qui marquait durablement la société iranienne. 1981-1989, après assassinat, président Mohamed Ali Rajaï, Khamenei élu président en octobre 1981. Il a exercé 2 mandats consécutifs jusqu'en 1989. Pendant la période là, il travaille avec Premier ministre Mir Hossein Mousavi dans un contexte dominé par guerre contre pays Irak. Toutefois, pouvoir décisionnel ultimement été nommé Khamenei guide suprême et autorité incontestée. Après 37 ans sous pouvoir, eh bien, c'est comme ça, tout ça lui-même li perdit la ville avec un pile l'autre autorité dans le pays Iran. Faut qu'on dise donc que l'armée israélienne li déclaré dimanche 1er mars, li éliminé 40 hauts gradés iraniens. Parmi eux, guide suprême qui c'est Ali Khamenei dans frappe initiale contre le pays Iran la veille. Pendant que Israël lui-même la frappe possible, frappe contre Téhéran qui c'est capitale pays Iran et que Iran ripostait les visé plusieurs bases militaires américaines dans la région Israël. Annonce qui fait dans divers médias locaux. Autorité ont dit tout, chef état-major l'armée iranienne nan perdit la ville. Ministre défense lan ta tombé. Chef gardien révolution yon conseiller guide suprême avec un pilote chef renseignement. Bagay yo en pile là sous do pays Iran. Israël ensemble avec États-Unis, c'est ça ou doit connaître. Yo mené 28 février assaut contre pays Iran et dimanche 1er mars frappe yo a continué contre capitale pays Iran qui c'est Téhéran. Dans soirée samedi, président Donald Trump li annoncé que guide suprême Ali Khamenei mouri dans attaque Israël ak États-Unis. Information ça confirmé yon titan après par télévision iranienne à la suite annonce ça République islamique lan li annoncé 40 jours deuil, 7 jours fériés. Yon petit moment après annonce là, gardien révolution yo promet pour capable riposter avec offensive qui plus féroce dans l'histoire. Forces armées République islamique pays Iran qui pral passer à l'action qui t'a de commencer dans un petit temps qui pas trop loin. Gagné 3 gros responsables dans le pays Iran qui a assuré transition après la mort guide suprême qui c'est Ali Khamenei. Ça c'est une annonce qui sorti par bon côté un conseiller qui parlait dans la télévision l'État. Comme Virassi là, l'a composé avec président Massoud Pezeshkian, chef pouvoir judiciaire Gholam Hossein Mohseni Ejei et puis un juriste conseil gardien constitution. Donc c'est tout ça qui peut assurer intérim dans le pays Iran après frappe. Et pour tout savoir, États-Unis ensemble avec Israël frappé Iran. Depuis le 28 février 2026. Frappe continué le 1er mars. Gen pile autorité qui perdit la vie. Parmi yo guide suprême qui a dirigé pays ça depuis 38 l'année. Et
Iran riposté. Li lage plusieurs missiles. Mais missiles ça gen pile nan yo qui intercepté. Et gen pile l'autre qui fait dégâts. Particulièrement sur Israël, sur Qatar, ak plusieurs autres pays dans Golfe là, côté l'armée américaine mette base li. Si vous tenu compte de frappe yo, ou ta capable dire c'est Iran qui prend plus frappe. Iran frappé et gen en pile mort dans pays Iran, en pile autorité tombée. Kounya là Donald Trump lui-même, il fait une déclaration pour lui dire que nous frappons très fort. Et guide suprême nan, li traite monsieur comme une bête sauvage. Ça veut dire États-Unis li pas jouer, li passer à l'action, li dit faut que la paix établie dans pays Iran. Et après annonce là, gagné moun qui prend la rue dans pays Iran pour capable manifester soutien yo avec les États-Unis et battre bravo pour frapper yo parce que yo même yo étaient en désaccord avec régime iranien. Et États-Unis mande Iran pour suspendre. Israël fait même déclaration ça, s'il pas suspend, bagay yo après. Nous allons venir avec analyse yo et pendant toute journée on a gagné des émissions consacrées à pays Iran et Israël ainsi que les États-Unis dans guerre triangulaire si là. Est-ce que initiative Iran yo y a poté free? Nous pral faire analyse sur question ça yo et qui ça pral passer? Est-ce que si frappe yo continue Iran pas à genoux? Eh bien nous pral gain pour nous faire le point sur question ça yo. Pour l'instant, nous pral temps des confrères yo non LCI sous la Monsila opération États-Unis ak Israël dans pays Iran et puis tout riposte pays Iran. C'est une information, tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc, le guide suprême Ali Khamenei a trouvé la mort dans les frappes en Iran. Oui, les États-Unis et Israël ont donc éliminé le guide religieux le plus puissant et le plus influent du pays. Téhéran perd aussi sa tête pensante, mais c'est surtout un symbole fort qui marque la fin d'une époque et peut-être même d'un régime tout entier. Pierre-Olivier Dantan. En sanglots, ce présentateur de la télévision d'État iranienne annonce en direct la mort du guide suprême Ali Khamenei. En signe de deuil, un bandeau noir apparaît à l'écran. Âgé de 86 ans, Ali Khamenei se savait menacé. Sa dernière apparition publique ici sur ces images date du 17 février dernier. Difficile pour l'heure de confirmer les circonstances exactes de sa mort, mais hier matin, sa résidence et ses bureaux à Téhéran ont été pris pour cible. Voici ce qu'il en restait, après le passage des frappes israélo-américaines. L'annonce de sa mort a dans un premier temps été confirmée par Donald Trump sur son compte Truth Social. Khamenei, l'un des personnages les plus malfaisants de l'histoire, est mort. Une intervention militaire qui marque la fin de 37 années de règne pour Ali Khamenei. Dans la nuit, les gardiens de la Révolution promettaient, je cite, un châtiment sévère aux meurtriers de leur guide suprême. La plus féroce opération offensive de l'histoire va débuter d'un moment à l'autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines. 40 jours de deuil et 7 jours fériés ont été annoncés par les autorités iraniennes. De leur côté, les habitants de Téhéran ont été invités à quitter la capitale. Oui, mais avant cela, beaucoup d'entre eux ont manifesté leur joie hier lorsque les premiers médias ont commencé à évoquer la mort du guide suprême. Les Iraniens ne peuvent évidemment pas descendre dans les rues, mais on a pu entendre des applaudissements depuis les fenêtres des immeubles. Certains ont également diffusé de la musique qui, à défaut d'être interdite, est très sévèrement encadrée en temps normal. Et puis il y a aussi, vous le voyez à gauche de cet écran, un rassemblement, cette fois, des partisans de Ali Khamenei qui pleurent aujourd'hui le guide suprême. On ne sait pas si ces images n'ont pas été certainement un peu téléguidé par le régime qui les fournit ce matin. L'Iran qui doit s'attendre à plusieurs jours de frappe de la part d'Israël et des États-Unis. Donald Trump a été très clair, les attaques, je cite, continueront sans interruption tout au long de la semaine. De son côté, l'État hébreu a annoncé avoir lancé de nouvelles séries de frappes hier soir et elles devraient se poursuivre aujourd'hui encore. Israël qui parle de la plus grande opération qu'elle ait jamais réalisée. Et c'est depuis Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, et non pas la Maison-Blanche, que Donald Trump a suivi toutes ces opérations. Oui, il a recréé en Floride un genre de seconde Situation Room. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Se pose aussi désormais la question de l'acceptation par les Américains. Et comme toujours, on est face à deux camps diamétralement opposés.
Oui, c'est un pari politique pour Donald Trump. Jusqu'à présent, il affiche son optimisme sur cette intervention, mais il y a en effet beaucoup de divisions aux États-Unis et des divisions au sein même de son propre camp. Alors, des élus et des sénateurs républicains, pour la grande majorité, ont affiché leur soutien. Un élu républicain a notamment déclaré que c'était un acte de force audacieux, décisif de la part du président Trump. Beaucoup disent que c'est une intervention pour protéger les Américains, pour qu'il n'y ait pas une république islamique qui puisse se doter de l'arme nucléaire. Mais au sein du camp MAGA, il y a beaucoup d'électeurs qui disent qu'ils n'ont pas voté pour cela, que ce n'est pas ça l'Amérique d'abord. Et ce samedi, il y a eu des manifestations un peu partout aux États-Unis, à Los Angeles, à New York, mais aussi ici à Washington, avec des manifestants qui dénoncent une intervention illégale parce qu'il n'y a pas eu de vote au Congrès. Et beaucoup de démocrates dénoncent cette intervention. Certains disent notamment qu'elle n'était pas légale et que beaucoup d'élus de démocrates disent qu'ils ne voulaient pas envoyer des troupes américaines, qu'ils ne veulent pas envoyer de troupes américaines mourir et qu'ils craignent un enlisement du conflit. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. Donald Trump lui s'est entretenu avec les dirigeants d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de l'OTAN également. Oui, un peu plus tard, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue à New York. Les États-Unis ont tenté d'expliquer leur démarche à la communauté internationale, mais le représentant de l'Iran a contre-attaqué. Écoutez. Le nombre de victimes civiles continue à augmenter. Ce n'est pas seulement un acte d'agression, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Voilà, l'Iran qui a répondu aux frappes américaines et israéliennes par des drones et des missiles envoyés en grande partie sur l'État hébreu. Oui, toute la journée, les sirènes ont retenti dans plusieurs villes israéliennes et la tactique de l'Iran est très simple, saturer le fameux dôme de fer qui, en temps normal, tente d'intercepter les missiles. Une femme a trouvé la mort à Tel Aviv et 20 personnes ont été blessées. Matteo Pasto. La fumée s'élève encore cette nuit dans le ciel de Tel Aviv. Et les missiles continuent de pleuvoir sur l'État hébreu. L'armée annonce plusieurs points d'impact à travers le pays, comme dans ce quartier résidentiel. Les pompiers tentent d'éteindre l'incendie, pendant que d'autres évacuent les blessés. Nous avons un certain nombre de victimes. Le nombre actuel est supérieur à 20 et il est évident qu'il pourrait augmenter car les secours passent d'un bâtiment à l'autre, en particulier celui où l'on peut voir l'impact principal ici. Une femme d'une quarantaine d'années est morte, touchée par cette frappe iranienne. Un peu plus loin à Jérusalem, des missiles sont également tirés. Cette nuit, plusieurs explosions sont signalées dans la ville sainte. J'entends les énormes explosions des missiles résonner dans le ciel au loin. Hier déjà, les Israéliens ont dû se confiner une bonne partie de la journée. Mali! On entend l'alerte là, on va tous dans l'abri. Au cours de la journée de samedi, 29 personnes ont été blessées dans les frappes, souvent soignées dans ces hôpitaux de fortune souterrains. Autre pays visé par l'Iran, ceux du Golfe, dans lesquels se trouvent des bases américaines. Oui, de nouvelles explosions ont été entendues ce matin à Bahreïn, à Dubaï et au Qatar. Et aux Émirats Arabes Unis, plus de 130 missiles et 200 drones ont été tirés par Téhéran. Une personne a été tuée. Machallah. Hier matin, une base militaire américaine touchée par un missile iranien. Le risque d'un embrasement du conflit dans la région ne fait plus aucun doute. L'Iran a ciblé des pays et villes du Golfe. Tous accueillent des bases militaires américaines. À Abu Dhabi, notre envoyé spécial a pu se rapprocher du lieu de l'explosion. La base a été attaquée à 3 reprises aujourd'hui par les missiles iraniens, des missiles qui ont été interceptés par les défenses antiaériennes des Émirats, des défenses qui font partie des meilleures au monde. Face au risque de bombardement, comme ici à Doha, le Qatar a fermé son espace aérien. Des dizaines de vols ont dû être annulés. Dans le même temps, les réactions internationales se multiplient. Washington et Tel Aviv ont lancé une aventure dangereuse qui rapproche rapidement la région d'une catastrophe. Le régime iranien a annoncé le blocage du détroit d'Ormuz où transite 20% du pétrole mondial. La France appelle ses ressortissants vivants ou de passage au Moyen-Orient à se mettre en sécurité et à se signaler.
Et la conséquence de tout cela, évidemment, c'est une situation inflammable, très instable dans tout le Proche-Orient. Si bien que la plupart des grandes compagnies aériennes ont décidé d'annuler leurs vols dans la région. Depuis hier matin, les espaces aériens iraniens, irakiens et israéliens sont fermés. D'autres pays ont décidé de leur emboîter le pas, comme le Qatar et le Koweït. Côté français, dès hier, Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense nationale à l'Élysée, accompagné du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. À l'occasion de rappeler que la priorité absolue était, je cite, la sécurité de nos concitoyens. Le chef de l'État qui a tenu à redire que Paris n'avait pas été informé des intentions américaines et israéliennes. Écoutez. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé donc, de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. À 6h09, l'édition spéciale Iran se poursuit donc sur LCI et l'information de la nuit, c'est celle de la mort du guide suprême Ali Khamenei, qui avait d'abord été annoncée par Donald Trump et par Benjamin Netanyahu, mais qui a été confirmée par l'Iran. Alors évidemment, se pose la question de sa succession, du devenir du régime des Mollahs. Je salue à nouveau Michel Derzanski et Elisabeth Shepard-Selam qui sont nos invités ce matin. Elisabeth, évidemment qu'il ne va pas suffire de quelques frappes pour déboulonner le régime des Mollahs. D'ailleurs, la transition a déjà été annoncée, même si c'est une transition provisoire. Non, c'est un régime qui certainement avait déjà programmé. On savait depuis un moment, de toute façon, que ce soit les Israéliens ou les Américains. Simplement, Elisabeth, pardon de vous interrompre, on voit en direct ces images de l'AFP ce matin avec une foule qui s'est réunie visiblement en hommage à Ali Khamenei. On sait qu'il y a eu des manifestations de joie de la part de la population iranienne, mais il y a aussi une partie de la population qui reste loyaliste au régime. Alors, il y a deux choses. Il y a quand même une partie de la population. Enfin, on peut imaginer qu'il y a une partie de propagande, bien sûr, mais il y a une partie de la population qui reste loyale au régime, à la fois parce que vous avez une partie de la population qui travaille pour le régime aussi, une partie importante entre les passedarans, leurs familles, leurs proches, les bassijis, donc qui ont à la fois des raisons, on va dire, religieuses, mais aussi financières et des questions de pouvoir, de rester fidèles à ce régime, en tout cas pour l'instant, et on verra comment ça déroule par la suite. Mais effectivement, on va dire, s'il y a changement, ça va prendre un peu de temps, parce qu'effectivement, pour l'instant, il y a un contrôle par les gardiens de la révolution. Maintenant, et c'est l'objectif, je pense, des Américains et des Israéliens, et qu'ils annoncent, ils essaient de faire en sorte qu'il y a des défections, parce qu'on sait déjà qu'il y a des faiblesses en interne. On se souvient quand même que les Israéliens avaient réussi à tuer Ismaël Haniyeh, donc un des dirigeants du Hamas, dans un logement même des gardiens de la révolution, avec même les Iraniens qui disaient qu'ils avaient beaucoup d'espions sur place. Donc on peut imaginer qu'il y a quand même un certain nombre de faiblesses, et ils vont appuyer sur ces faiblesses. Michel Derzanski, rappelons qu'Ali Khamenei, c'était le principal membre de l'axe de la résistance qui, je le rappelle, réunit le Hamas, le Hezbollah, Bachar el-Assad en son temps, et les Houthis. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si le régime, à défaut de disparaître, s'il est juste affaibli, est-ce que ça peut mettre à mal toute cette structure qui a été mise en place dans la région et qui menaçait Israël, qui menaçait la stabilité de la région et donc la paix? Est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager un avenir un peu plus serein dans l'ensemble de la région grâce à ces frappes, même si, encore une fois, le régime ne change pas? Alors je crois que pour reprendre tout ce que vous avez dit, aujourd'hui cet axe chiite, entre guillemets, qui va du Liban jusqu'à Téhéran, bien sûr qu'il est affaibli en termes d'infrastructure, qu'il est affaibli politiquement, qu'il est affaibli en termes, je dirais, de capacité de représailles contre Israël en particulier. Pour autant, il y a toujours le Hezbollah en termes d'idéologie, il y a toujours le Hamas en termes d'idéologie, et il y a naturellement, je dirais, cette structure aujourd'hui iranienne qui est toujours théologique et politique et qui est toujours en place puisqu'il y a maintenant... Et tous ces acteurs que vous mentionnez sont affaiblis. Tous ces acteurs aujourd'hui sont affaiblis et n'ont plus la capacité de nuisance qu'ils avaient avant. La question aujourd'hui, c'est si demain il y a une transformation politique réelle de l'Iran, alors ce sera un effondrement complet de cette structure qui portait une forme d'architecture, je dirais, de nuisance. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il va y avoir une nouvelle architecture de sécurité. Parce que si les Américains et les Israéliens réussissent leur pari de l'effondrement politique et je dirais, de gouvernance de l'Iran, ça veut dire que effectivement, il y aura une nouvelle architecture qui va être décidée et qui sera portée par les Américains et par les Israéliens. Le fait d'avoir attaqué toutes les
toutes les parties du Golfe et des monarchies du Golfe va entraîner aussi un autre changement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un effet domino qui fera que les accords d'Abraham vont ressusciter après et qu'on va se retrouver avec une alliance qui est beaucoup plus large et en termes de stabilité de la région qui sera beaucoup plus grande. Et c'est un signe aussi vis-à-vis de la Chine, parce que ce que fait aujourd'hui la Chine, c'est qu'elle est observatrice de cela et de la capacité américaine de projection et de réussir des changements qui étaient inimaginables. Il faut se rappeler que Obama, en 2009, avait dit « j'avais une fenêtre d'ouverture, je ne l'ai pas faite ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on entend les démocrates venir mettre, je dirais, un pied dans la fourmilière et dire ce qui se passe aujourd'hui, ça ne devrait pas se passer de cette manière-là, etc. Ils ne l'ont pas fait eux-mêmes et ils ont regretté en 2009 de ne pas l'avoir fait. Donc je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie à ce niveau-là. Hélène Bonnet, pour revenir à la mort de Ali Khamenei, qui est donc l'information de la nuit, il y a ces images très impressionnantes de sa résidence complètement rasée, des images donc d'hier après-midi, ce qui veut dire que c'était un des objectifs principaux probablement de ces frappes. Ma question pour vous, c'est aussi, est-ce qu'il y a eu des complicités pour qu'il soit aussi vite éliminé? Parce qu'en général, voilà, le guide suprême, il est protégé, on le cache. On imagine que les Américains et les Israéliens avaient des sources qui étaient en capacité de leur confirmer ces informations. Alors, il y a un récit qui se met en place, je vous le donne parce que je suis en train de voir ça sur CNN, qui cite des sources proches des opérations et qui explique que, en fait, c'est la CIA qui a tracé la présence d'Ali Khamenei et de ses proches à cet endroit-là, et qu'en fait, ces informations, quand elles sont tombées, ont modifié le calendrier de l'intervention, c'est-à-dire que les Américains et les Israéliens se seraient dit à ce moment-là, il est temps de frapper. Donc ça viendrait donc d'informations obtenues par la CIA et Israël ensuite se serait chargé de la frappe. C'est ce que relaie CNN en citant des sources proches des opérations. C'est un récit qui est fait de cette prise de décision. On va voir si le même son de cloche tombe côté israélien, parce qu'il y a aussi un enjeu peut-être aussi pour certains services à revendiquer ce succès opérationnel. Il y a eu un petit flottement d'ailleurs hier, c'est-à-dire que d'abord on a annoncé la mort de son gendre et de sa petite fille, mais il était dit aussi qu'Ali Khamenei avait été exfiltré de Téhéran. Mais enfin la confirmation il y a eu plusieurs informations. Ce qu'on peut dire, alors ce qui n'est pas clair encore, c'est si vraiment ils ont été, enfin je ne me sens pas avoir vu de confirmation sur le fait que c'est précisément à cet endroit-là qu'ils aient été frappés ou si c'est un autre lieu. On montre beaucoup ces images. Effectivement, il y a énormément de destruction, mais je ne sais pas si le lien est totalement fait. Je crois qu'on dit qu'on l'a sorti des décombres de cette résidence. De cette résidence, d'accord. Donc voilà, on a les informations qui remontent au compte-gouttes. Ça serait intéressant de voir les récits des uns et des autres. Mais oui, c'était la cible, visiblement, ce qui n'était pas forcément une évidence avant le début des opérations, où on insistait beaucoup sur des frappes des cibles militaires et les missiles iraniens. Une image en direct à vous montrer, image qui nous provient d'Iran, où on voit le porte-parole du Parlement qui s'exprime actuellement. Alors, on va évidemment suivre en coulisses ce qui se dit, voir s'il y a une annonce qui est faite. En tout cas, Elisabeth Shepard-Skallam, ce qui nous intrigue, c'est que récemment, le vice-président iranien a annoncé qu'il allait diriger le pays, sous-entendant que le président n'était pas en capacité de le faire. Il y a beaucoup de questions autour de ce rôle du président, parce que d'un autre côté, Hélène Bonnet le disait tout à l'heure, ce président, il est censé être celui qui vient remplacer dans un triumvirat le guide suprême Ali Khamenei. Donc est-il vivant, est-il mort? C'est difficile de le dire. S'il venait à être déclaré mort, qu'est-ce que cela change? On dit aussi beaucoup que son rôle est moins important finalement que celui de Ali Khamenei dans le pays. Oui, donc on disait d'abord qu'effectivement son rôle était moins important, que c'était plutôt le Khamenei qui prenait les décisions, mais encore une fois, on parle d'un régime où il y a un véritable système en place. On parlait aussi de éventuels successeurs, son fils, dont je pense la femme et peut-être les enfants ont été tués également dans cette frappe. Ce qu'on voit à chaque fois, ce qu'on a vu hier aussi, c'est que quand quelqu'un est ciblé, que ce soit Khamenei ou un autre, il y a ce moment de flottement. Et on l'a vu aussi avec Nasrallah, on a vu avec certaines, je pense à Mohamed bin Dief, certains des dirigeants du Hamas. Quand les Israéliens ou les Américains tuent quelqu'un, il y a toujours ce moment de flottement, à la fois pour la confirmation, mais ce qu'on a vu hier, c'est que les Iraniens disaient « il n'est pas mort, il va parler au peuple ». On le sait, en fait, on sait souvent qu'il n'est plus de ce monde.
parce qu'il peut pas parler au peuple. Et donc on va voir s'ils arrivent si on arrive à voir le président parler ou prendre la parole en quelque sorte, ou en tout cas être vu vivant quelque part, on aura une meilleure idée. Et jusque-là, on attend la confirmation de sa mort. Mais quel symbole si jamais lui et le guide suprême venaient à être tous les deux éliminés dans une opération. Hélène Bonnet, ce serait quand même là, j'allais dire, en termes d'image pour le pays, le symbole qu'on a complètement mis à genoux le régime actuel. Oui, absolument. Ça montrerait une fois de plus, parce que vous me posiez la question tout à l'heure de est-ce qu'il y a pu avoir des complicités. Sans doute qu'il y en a eu pour qu'ils obtiennent ces informations, mais surtout ça doit rendre très nerveux le régime, parce que avoir la possibilité de savoir où exactement le guide... là, c'était sa résidence principale. Voilà, mais qu'il y avait une réunion avec plusieurs dirigeants à cet endroit. Oui. Avoir réussi, si c'est vérifié, parce que c'est une information qui vient d'une chaîne israélienne, il disait hier soir que Benjamin Netanyahou et peut-être Donald Trump auraient pu consulter une photo du guide une fois qu'il est décédé. Bon, si vraiment ces informations-là ont pu remonter, c'est qu'effectivement vous avez des gens au cœur du système qui sont en capacité d'informer, de fournir déjà ces photos. De fournir ces photos, de donner ces renseignements. Ça veut dire que il y a une porosité au sein du régime, et on imagine la nervosité aujourd'hui de ce triumvirat qui a été nommé. Ils savent sans doute que ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut rappeler pour ceux qui nous rejoignent peut-être maintenant que effectivement la succession a d'ores et déjà été annoncée, succession transitoire sans doute, mais en tout cas ce sont 3 responsables du régime des Mollahs, dont le président d'ailleurs, qui assureront la transition. Voilà, vous avez aussi un responsable du conseil juridique et puis un juriste du conseil des gardiens de la Révolution, donc 3 personnes. Et il est dit par la télévision iranienne que si l'un d'eux était en incapacité de continuer sa tâche, eh bien il sera à nouveau remplacé. Il faut dire que ces 3 personnes, elles assurent l'intérim en quelque sorte, parce qu'il faut un conseil de religieux, qui constitue 80 religieux à peu près, qui sont censés nommer le nouveau guide suprême. Donc le temps que ce processus se fasse, ce sont ces 3 hommes sur le papier qui sont censés assurer l'intendance. S'ils sont laissés en place par les Israéliens et les Américains. Et on voit que de toute façon les opérations continuent, donc on va voir ce qui se passe dans les prochaines heures. On se demande beaucoup en ce moment si c'était le but de Donald Trump de complètement tuer le régime et pas seulement Ali Khamenei. Ce qui va dans le sens de cette hypothèse, c'est qu'il a déclaré il y a justement quelques heures qu'il voyait très bien qui viendrait remplacer Ali Khamenei, qui viendrait remplacer le régime. Il a dit d'ailleurs qu'il voyait très bien à qui confier le pays. Michel Derzhansky, il pense à qui? Est-ce qu'il pense à Reza Pahlavi? On a beaucoup dit que c'était le seul nom qui avait été scandé par les manifestants le fils du chat en effet, du chat avant bien sûr qu'il soit renversé dans les années 70. Est-ce que cet homme a vraiment la capacité de remplir cette mission, et surtout est-ce que c'est bien à lui que pense Donald Trump, puisqu'on sait que les 2 hommes a priori ne se sont jamais rencontrés? Moi, j'ai pas l'impression que Reza Pahlavi aujourd'hui jouera un rôle à moyen long terme. Est-ce qu'il peut être une solution de transition? Peut-être. Là, j'avoue que je l'ignore. Par contre, ce que je pense, c'est que les solutions de transition, les plus naturelles, elles peuvent venir que de 2 angles. Le premier, c'est ce que vient de dire Hélène, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de la porosité chez les Pasdaran et qu'il y a une forme de transition parce qu'ils voudront pas tout perdre. Et d'un point de vue économique et d'un point de vue de la gouvernance, et qu'à un moment donné, il y a une forme de défection qui se fasse. Il faut pas oublier que les Américains ont dit, si demain vous faites défection, vous aurez notre protection. Donc il peut y avoir cette porte d'ouverture. C'est la première. La seconde, il faut quand même se rendre compte que les manifestations de joie qui ont eu lieu à Téhéran montrent que la population est très courageuse et très résiliente. Parce que hier, dès le début des opérations, la première chose qu'a fait la gouvernance iranienne, c'est de mettre les troupes anti-émeutes dans Téhéran et dans les grandes villes pour empêcher cela. Ce qui veut dire que là, il n'y a pas eu de réponse face à ces manifestations de joie. Donc ça veut dire que là aussi, il y a eu un début de défection à ce niveau-là. Parce qu'il y aurait pu y avoir de la répression. Il pourrait y avoir de la répression dans les villes, dans les campagnes. Ça ne se produit pas aujourd'hui. On ne le voit pas, ce type de scène. On voit des manifestations qui, d'un côté, mettent de la joie et de l'autre côté, viennent en soutien au gouvernement et en deuil. Mais on ne voit pas cette répression interne. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être aujourd'hui un flottement, voire une inflexion de cette gouvernance, et c'est ce qu'on va voir au fil de l'eau. Voilà. Après, bien sûr qu'ils ont prévu le renouvellement XYZ
de cette gouvernance au fil de l'eau en fonction des décideurs qui risqueraient de disparaître. Mais comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, ce qui s'est passé avec le Hezbollah, ce qui s'est passé avec le Hamas nous montre, d'un point de vue, je dirais, très contemporain, que quand il y a ce type d'inflexion, c'est toute l'architecture qui s'effondre. Alors, avec beaucoup moins de puissance, un rôle qui ne joue plus, d'un point de vue politique, son rôle, et qui, naturellement, ne peut pas, je dirais, aller à l'encontre de cette opération. Est-ce que les Mollahs pourraient maintenir cette architecture en essayant peut-être de s'adoucir un peu dans leur ligne, ou est-ce que les Mollahs restent les Mollahs et mécaniquement il faut s'attendre à rien de c'est bien. pas que les Mollahs restent les Mollahs, c'est qu'ils ont une vision théologique. Cette vision théologique ne peut pas être révisée. Je vais vous donner un exemple simple, c'est que lorsqu'on prend le Hamas aujourd'hui, qui est la branche militaire des frères musulmans, qu'est-ce que disent les frères musulmans ? Notre constitution est le Coran. Vous ne revisitez pas une constitution qui est messianique. Et là, il est hors de question que, pour ce qui est du conseil religieux, qu'ils revisitent cette théologie et qu'ils disent, ben oui, on va aller vers une démocratie. C'est impossible. Je dirais même qu'on ne sait même pas si demain, la nature du régime, si elle devait changer, est-ce qu'elle serait théocratique ? Est-ce qu'elle serait théocratique et politique ? Est-ce qu'elle serait complètement laïque ? Aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qui va arriver en termes de dessin. On est dans une incertitude pure, puisqu'on ne sait pas non plus quelle serait la décision à court, moyen terme de ce que vont faire les Américains et quels sont vraiment leurs buts aujourd'hui affiché, si ce n'est celui qui est réaffirmé aujourd'hui. Mais on sait très bien qu'il y a des incertitudes à ce niveau-là. Alors, il y a de nombreuses questions. Effectivement, 24 heures après cette frappe en Iran de la part d'Israël et des Américains, qui va diriger l'Iran ? On en parlait à l'instant, mais aussi est-ce que ce conflit peut s'étendre à la région ? Nous avons cette information. Il s'étend déjà à la région. Il s'étend déjà à la région, vous avez raison, mais on a cette information, par exemple, qui tombe à l'instant, de remous en Irak contre les Américains. Des manifestants tentent de prendre d'assaut en ce moment même la zone hébergeant l'ambassade américaine à Bagdad. Est-ce que le risque, c'est ça, c'est un embrasement de la région, outre ce trio Israël, Iran en particulier, Amérique ? Bien évidemment, on se rappelle quand même qu'en Irak, il y a des proxys. Enfin, on parlait, Guillaume parlait du réseau des proxys, notamment le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. On oublie souvent ce qu'il y a en Irak, toutes les milices chiites soutenues par les Iraniens. Et c'est par là d'ailleurs, que le Hezbollah s'est longtemps armé, c'est en passant par l'Irak. Tout à fait. Donc c'est un réseau très important, un réseau qui a beaucoup frappé les Américains. On rappelle quand même, c'est là où il y a des bases américaines. Je crois que l'année dernière, il y avait à peu près 170 attaques contre des intérêts américains en Irak par ces milices. Donc c'est tout à fait logique, j'ai envie de dire, que ces milices et leur soutien, qui vont perdre en quelque sorte le soutien iranien, sont en train de s'exciter sur et de, on va dire, manifester, mais c'est un peu plus violent que ça, contre les intérêts américains. C'est pas du tout étonnant. Alors, depuis qu'on a annoncé effectivement la mort d'Ali Khamenei, les réactions sont diverses en Iran. En tout cas, les gardiens de la révolution ont promis la plus féroce offensive de l'histoire contre Israël et les États-Unis. Ils continuent de riposter d'ailleurs, Matteo Ciaravino. Effectivement, avec des nouvelles cibles et des frappes qui continuent ce matin, selon la télévision d'État iranienne, sur plusieurs bases américaines dans la région du Moyen-Orient. Il y a ces images que nous avons vues longuement hier, de frappes qui sont intervenues tout au long de la journée. Des frappes donc sur des bases américaines au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis. Regardez à la base d'Al-Dafra, qui abrite d'ailleurs des soldats français, ou encore au Qatar, sur la base d'Al-Udeid, ici vous le voyez, à 500 km de l'Iran, sur la plus grande base militaire américaine qui abrite le commandement américain. A précisé le commandement américain, qui précise qu'il n'y a eu aucune victime américaine. Et cette base d'ailleurs, elle a été touchée l'année dernière lors de la guerre des 12 jours par l'Iran, et comme l'année dernière, l'Iran a pu riposter grâce à son arsenal balistique impressionnant. Vous le voyez sur ces images de propagande. Lui aussi a été affaibli par la guerre des 12 jours, mais l'Iran posséderait toujours plus de 2000 missiles, principalement des missiles balistiques à court et à moyenne portée, une force que Donald Trump veut supprimer de ses propres mots. Il faut dire qu'elle fait peser un risque très sérieux sur les nombreuses bases américaines dans la région, et pour la plupart, on va le voir sur une carte, à portée de tir. Regardez, elles sont là, ces bases américaines pointées en rouge, et elles sont à portée de tir des missiles iraniens qui peuvent aller jusqu'à 2000 km
tout de même. Et quand on parle de missiles iraniens, on pense également à ces nombreux drones que l'Iran possède, notamment les drones Shahed. Là, on a un exemple du drone Shahed 129. Vous le voyez, ils sont produits massivement. Ces drones, puisqu'ils ne coûtent pas très cher à produire. Celui-là est un des plus modernes, l'un des plus performants. Il fait 16 mètres. Il va à près de 175 km/h, avec une portée de 1700 km. Quid de l'armada aérienne et maritime de l'Iran, Mathéo ? C'est là où l'Iran cumule, on va dire, les faiblesses, puisque ses systèmes de défense ont largement été diminués avec la guerre des 12 jours. La majorité de sa flotte d'avions est vétuste. Elle date de l'époque soviétique, comme sa flotte marine. Mais l'Iran peut tout de même compter sur notamment ses sous-marins classe Kilo à propulsion nucléaire. Mais Téhéran a bien des difficultés à les maintenir en service depuis des années. Alors sur la mer, ils peuvent davantage compter sur ces vedettes rapides, terribles, allant à une vitesse de 100 km/h. Vous en voyez des exemples ici, vous voyez 100 km/h. Il y en a même qui peuvent voler 160 km/h. Ce sont des vedettes qui harcèlent les flottes ennemies et qui peuvent perturber très largement, notamment le détroit d'Ormuz, où passe 20% du pétrole mondial. Téhéran a d'ailleurs annoncé qu'elle bloquait le détroit d'Ormuz. Et voilà, merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à mes amis proches pour capable abonner à la chaîne là, et puis pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!